Le 3 repart vraiment aux fondamentaux de l'horreur avec, encore une fois, des scènes d'angoisse proprement glaçantes. Ça arrive très rarement dans les salles de cinéma de voir des gens qui se barrent en plein milieu des films. Et là, en l'occurrence, c'est arrivé plusieurs fois dans le film. Et c'est, je pense, la seule fois dans cette vidéo où je vais dire merci Netflix. Et des monstres proprement terrifiants aussi, notamment cet alpha avec cet énorme tub. On a le droit de dire tub sur Insta ? Notamment cet alpha avec cet énorme membre. Qui est absolument, mais je dirais, fascinant. Je vais le redire sans Valentin et Mawena qui rigolent enfin. Voilà. Salut les gens, on est en 2026, on espère que vous avez bien commencé l'année et on est là aussi pour vous parler de nos tops et de nos bonnes surprises sorties en 2025. Et voilà, accrochez vos ceintures, on est parti pour un petit top des familles avec Roman, Valentin et moi-même. C'est parti. Le petit truc YouTube 2018. YouTube 2010. Je suis un boomer, je sais. Buvez du café hors de prix. Et voici, ça fait $37. Super génial! Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. N'oubliez pas Dracula de Luc Besson. Non. Je l'ai même pas vu. Et Faut pas le voir, enfin ça sert à Oui. rien de le voir. j'ai littéralement fait une vidéo sur Insta pour dire qu'il faut pas aller le voir. La John Wick Exploitation, c'est-à-dire l'idée de poursuivre sur le filon créé par la saga John Wick, à savoir un personnage qui va défourailler du méchant de façon assez trash pendant tout le long du film, c'est quelque chose qu'on a très souvent vu ces dernières années, notamment avec Nobody par exemple. Mais Novocaine va prendre ce postulat-là et le distinguer en faisant une comédie de par un principe très simple, son héros ne sent pas la douleur. C'est quelque chose, pour le coup, jamais vu avant dans un film, je suis totalement teubé, à qui casse, waouh. On a frôlé la catastrophe. Et avec ce principe-là, les situations des scènes d'action vont prendre un tournant beaucoup plus comique, notamment une scène qui implique un flingue dans une friteuse ou une flèche dans une jambe, bref. Le film va profiter de son principe pour aller sur de la comédie très décomplexée, et aussi une des plus grosses qualités du film, c'est son casting, que ce soit Jack Quaid en héros toujours attachant depuis The Boys, Amber Midthunder en rôle féminin principal, qui était aussi l'héroïne de très excellents films de la série Predator, ou encore son antagoniste joué par Ray Nicholson, le fils de Jack Nicholson, qui n'a absolument pas besoin de test ADN, tellement ils ont la même gueule. Here's Johnny. Clairement, vous voyez Novocaine, il arrive à combiner extrêmement bien les scènes d'action et la comédie, et pour des gars comme moi qui aiment la comédie d'action, c'est évidemment un des meilleurs qu'on ait pu avoir cette année. Alors, Indomptable, c'est une belle surprise. Je connaissais pas du tout l'existence du film, jusqu'au moment où j'ai vu son affiche dans les salles de cinéma, et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. C'est un acteur que j'aime beaucoup, Thomas Angel. Enfin, j'aime bien, en fait, la volonté de faire quelque chose, bah, justement, hors comédie. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Et pour le coup, je trouve que ça marche bien. Alors, c'est peut-être un peu trop long, il y a quelques petits défauts, mais ce que ça raconte de l'État, notamment sur les enquêtes, sur l'État policier au Cameroun, je trouve est intéressant. Parce qu'en fait, on est du point de vue de cet inspecteur qui doit avoir des résultats, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Même si c'est des résultats qui doivent plus ou moins s'adapter au point de vue de la population locale pour pouvoir finalement convaincre les foules plutôt que convaincre la justice. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec ce personnage qui doit user de choses absolument pas légales, qui doit utiliser d'une répression parce que lui-même, il est dans une société qui l'empêche d'avoir les moyens, d'avoir la possibilité de mener son enquête d'une bonne manière. Parce que nous, on est déjà au courant, alors c'est pas la peine d'insister. Ouais. Et qui est le pays là, c'est pas possible. Quand on peut travailler dans des conditions pareilles. T'as l'impression qu'il est vraiment avec des branquignoles parfois, avec des gens qui sont juste là, soit pour frapper des gens, soit parce que ils sont là. C'est le seul endroit où ils peuvent avoir un métier. Et du coup, il y a toujours ce moment de ce personnage qui essaie de faire justice, mais qui en même temps doit convaincre. Bah, je trouve que c'est intéressant. C'est pas toujours super bien développé, notamment vis-à-vis de la famille. Je trouve que ça manque peut-être un petit peu plus de développement, cet aspect-là. Tout simplement parce qu'il y a des moments où on quitte un petit peu la cellule familiale. C'est un petit peu dommage. Mais je trouve que c'est riche d'une sensibilité et d'une mise en scène sobre qui est tout simplement efficace. Et voilà, ça a été une de mes belles surprises de cette année. J'espère voir Thomas Angel dans
dans d'autres films de cette manière-là. J'espère qu'il va pouvoir justement, avec ce film-là, peut-être élargir les horizons et aller un petit peu plus loin, notamment en termes de mise en scène, et pourquoi pas à voir sur son prochain film. Voilà. J'ai encore dit voilà. Eh ben dis voilà. Voilà. J'adore John Wick. Bon, malgré ses défauts, surtout dans les 2 derniers films, c'est ma saga de films d'action préférée. Elle a réussi à apporter une touche vraiment spéciale au cinéma d'action contemporain, notamment avec The Raid, et aussi un univers totalement fascinant et un personnage tout aussi iconique. Mais est-ce que vous savez comment le premier film John Wick est né ? Eh bien, pour ma part, je n'en avais aucune idée, mais grâce au documentaire Wick is Pain, j'ai pu le découvrir. Et c'est un documentaire qui est sorti à l'occasion de la sortie du film Ballerina. Et rien que pour mettre au monde, ne serait-ce que le tout premier film John Wick, ça a été un véritable challenge, tant pour David Leitch et Chad Stahelski, les réalisateurs du premier film, que pour leur équipe, parce qu'il y a des investisseurs qui les ont lâchés au dernier moment, il y a eu les problèmes personnels, il y a eu les galères habituelles du tournage. Mais qu'est-ce que c'est fascinant, mais qu'est-ce que c'est palpitant, tu en apprends beaucoup sur la fabrication d'un film, toutes les étapes, les épreuves qu'il faut endurer pour vraiment faire en sorte que ton film voit le jour, le travail au montage, le travail au niveau des cascades, des prévises bien sûr, parce que David Leitch et Chad Stahelski sont justement cascadeurs de formation, donc du coup ils connaissent bien leur métier, et on a vraiment tout ce panel, tout cet univers là qui est absolument, mais je dirais, fascinant. Donc si jamais vous voulez devenir réalisateur ou réalisatrice, et en plus de ça, si vous aimez les scènes d'action, les combats, les cascades, etc., vous êtes au bon endroit. Et je n'ai qu'un seul truc à vous dire, foncez voir ce documentaire, c'est une pépite. As John Wick says in John Wick, it's personal. Steven Soderbergh est un auteur à la carrière très variée. On peut penser à la Palme d'Or qu'il a eu pour Sex, mensonges et vidéos, mais aussi à des films comme Ocean's 11 ou encore à Paranoia, film entièrement tourné à l'iPhone. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire avec beaucoup d'objectifs rajoutés sur le téléphone, mais tout de même tourné à l'iPhone. Avec Présence, il va prendre un postulat très simple, à savoir le film de maison hantée, un des genres les plus codifiés et éculés et dont tout le monde connaît plus ou moins les mécanismes, mais pour le twister, à savoir en faire un film de maison hantée tourné en une série de plans séquences entièrement du point de vue du fantôme, littéralement à travers les yeux du fantôme. C'est génial. Alors contrairement à un A Ghost Story auquel on pourrait l'apparenter, cette fois-ci l'action est très resserrée dans le temps, on suit la même famille tout du long, et on suit surtout comment le fantôme va prendre parti pour tel ou tel membre de la famille, et c'est fascinant ce qu'il arrive à faire avec ce postulat. Le mieux c'est de pas trop en dire sur les mécanismes justement des relations au sein de la famille, sur les affinités ou les animosités entre tel ou tel personnage. Ce que je peux vous dire c'est de voir Présence, qui est par sa mise en scène comme par son postulat, une de mes plus grandes surprises de 2025. Ah, Guillermo del Toro. Jusque-là, ce réalisateur ne m'a pas déçu. Bon, à part peut-être pour Mimic et Crimson Peak, mais je dirais que, incontestablement, Guillermo del Toro fait partie de mes réalisateurs préféré. La façon dont il a de vraiment raconter l'histoire tragique et à la fois romantique de créatures et même de personnes mises au banc de la société et rejetées à cause de leur monstruosité, cette direction artistique toujours aussi soignée et bluffante à chacun de ses films et la musique qui nous transporte dans cette épopée absolument vertigineuse, pour moi Guillermo del Toro fait partie vraiment des plus grands noms du cinéma. Et en tant que faiseur et surtout en tant que passionné de monstres, justement de monstres poétiques, je pense que c'était complètement immanquable qu'il passe à côté de Frankenstein. D'ailleurs, c'est un projet sur lequel il bosse depuis quand même plus d'une dizaine d'années. Et c'est, je pense, la seule fois dans cette vidéo où je vais dire merci Netflix. Parce que toute la liberté créative qu'on a laissée à Guillermo del Toro pour qu'il puisse nous proposer cette relecture à la fois gothique, poétique et émouvante de ce monstre à la fois mythique du cinéma et de la littérature, je trouve ça absolument génial. Le casting est vraiment au top. Surtout Jacob Elordi, c'est d'ailleurs la première fois que je vois à l'écran. Et dites-vous bien qu'en Frankenstein, il est absolument génial, et surtout j'adore le chara-design de la créature, c'est une dinguerie. La direction artistique est toujours aussi bluffante, la photographie est très bien léchée, la mise en scène, elle a au moins une idée de mise en scène par plan, tellement on dirait que ces plans ressemblent à des tableaux, et la musique d'Alexandre Desplat est absolument magnifique. Frankenstein est un bijou, comme on le voit très rarement, même de plus en plus rarement dans l'industrie du cinéma, et je vous invite sans plus attendre à foncer le voir sur Netflix. Alors, No Beast So Fierce, c'est un film qui est réalisé par
Je prends mes petites notes. Bouran Kourbani. En 2025, j'ai vu pas mal de réadaptations assez modernes de Shakespeare. Et en l'occurrence, il y a souvent Macbeth, Othello ou Hamlet. Mais là, cette fois-ci, c'était une réadaptation de Richard III. C'est donc le film No Beast So Fierce. C'est un film turco-allemand, je crois. Le contexte, en fait, c'est évidemment une lutte des clans, une lutte entre deux familles qui s'affrontent. Ce film est assez particulier, dans le sens où, alors déjà, il est très très graphique. Que ce soit dans sa typo, que ce soit dans ses décors, dans ses costumes, dans ses couleurs. C'est un film qui essaye de moderniser le propos de Richard III, mais dans la société allemande, avec une famille turque. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que, évidemment, déjà, c'est une adaptation d'une des pièces qui est pas forcément la plus connue de Shakespeare. Alors bien sûr qu'elle est très connue, mais pas autant que les 2 autres ou les 3 autres que j'ai cités. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a une évolution progressive dans le récit pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus expérimental, qui va presque tirer vers le nouveau théâtre. Donc c'est-à-dire parfois une absence de décor, ce côté très organique. Et je trouve que pour une adaptation de Shakespeare, ce côté organique, ce côté qui vient des tripes en fait, qui va jusqu'au plus profond de l'enfer, je trouve que ça marche super bien. Après, c'est un film qui est très dense, qui est un peu peut-être trop expérimental, et vous allez voir que des films expérimentaux, cette année j'en ai bien kiffé. J'avoue que parfois j'étais un petit peu perdu, je me perdais un petit peu dans ces personnages-là, je savais plus trop ce que ça voulait raconter, donc bon... J'avoue qu'il y a un moment j'ai été perdu, mais c'est vraiment d'une richesse dramaturgique, c'est d'une richesse mais surtout artistique. Encore une fois, il y a plein d'idées de mise en scène, de théâtre, de couleurs. Enfin vraiment, c'est un très très beau film sur cet aspect-là, qui a quand même des défauts de longueur, mais qui était une réelle bonne surprise que je vous conseille. Ça s'appelle donc No Beast So Fierce. Et j'ai pas dit voilà. Il a pas dit voilà. Voilà. Alors, il faut savoir qu'Aimer perdre, ça fait partie de mes plus grosses surprises de 2025. C'est un film franco-belge réalisé par un duo de réalisateurs, qui plus est des frères, Lenny et Harpo Guit, et on y suit l'histoire d'Armande Pigeon, oui, c'est son nom, Armande Pigeon, qui a 26 ans et qui habite à Bruxelles. Alors, qui habite, je mets vraiment des gros guillemets parce que comme elle est en incapacité de payer le loyer, elle se fait virer de chez elle et elle crèche à droite et à gauche, elle est accro au jeu, elle multiplie les paris, les risques, les magouilles, elle est complètement inconsciente des conséquences, elle est totalement impulsive surtout et immature, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une comédie rafraîchissante. Et surtout, le duo de réalisateurs utilise la caméra un petit peu à la manière d'un documentaire, à la limite presque d'un fun footage, parce qu'ils sont vraiment très proches de leurs comédiens pour capter leurs émotions. Et en plus, dans le casting, il y a Melville Poupeau, qui est absolument hilarant et impeccable, comme d'habitude. Et le casting est vraiment top, le montage est très brillant et alterne vraiment entre plusieurs caméras, ce qui donne vraiment un aspect très spécial au film. C'est très dynamique, on ne s'ennuie pas une seule seconde, les punchlines font vraiment mouche, il y a des situations tellement comiques, il y a tellement de rebondissements auxquels on ne s'y attend pas. C'est un film qui n'arrête pas de vous surprendre et je trouve que ça fait du bien de soutenir vraiment ce genre de film que l'on ne voit pas souvent sur nos écrans. Donc voilà, si je devais vraiment donner mon avis sur ce film, allez le voir, je pense que vous passerez un bon moment, c'est à consommer sans modération. Un petit bijou, vraiment. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes bien sur le répondeur de Schlock, je ne suis pas là pour le moment, veuillez laisser un message et je vous rappellerai très vite, bisous. Je ne connais aucune saga d'horreur qui, arrivée au bout du 8e film, arrive à se renouveler à ce point. C'est aidé aussi par le principe que la saga VHS soit une saga de films à sketch, donc possiblement dérivable à l'infini, avec pour seul dénominateur commun le fan footage, mais VHS Halloween est possiblement un des meilleurs de sa saga, avec VHS 2, notamment l'excellent segment de Gareth Evans et Timo Giajanto. Mais pour revenir à VHS Halloween, le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un film qui s'ouvre avec ce qui est possiblement le segment le plus effrayant de la saga. Kuchi Kuchi Ku, c'est un train fantôme, c'est une maison hantée, c'est un segment qui ne te lâche pas du début à la fin, et c'est possiblement le plus angoissant qu'on ait eu. Mais c'est aussi un film qui ne va pas hésiter à changer de registre. On peut penser à Fun Size aussi, qui est un segment complètement con sur des gens qui se font aspirer dans un monde parallèle de bonbons pour justement les transformer en bonbons d'Halloween. C'est génialement débile avec ce personnage à tête de Smarties qui va crier Fun Size pendant tout le long.
Voyez VHS Halloween, il est dispo sur Shudder, pas encore de sortie française, mais je crois que aucun VHS, à part le 1, n'a eu de sortie française. C'est également l'occasion de voir le dernier travail en date de Paco Plaza, rien que ça, un des créateurs de la saga Rec, à qui on doit aussi la Abuela par exemple, et l'excellent Veronica, et son préquel Les Ordres du Mal. Mais vraiment, VHS Halloween, si vous avez l'occasion de vous faire une soirée entre potes, vous voulez explorer différents segments, surtout autour de la thématique d'Halloween, et sincèrement, si vous avez l'occasion de voir VHS Halloween, ou même toute la saga, parce que c'est très sincèrement des excellents candidats pour des soirées films d'horreur, sauf le 3, VHS Viral, c'est vraiment pas bien. C'est nul! Mais très sincèrement, ce sont des petits bonbons, surtout Halloween. Alors, Kneecap, c'est donc un film sur les origines du groupe Kneecap. Jusqu'à là, make sense. Et c'est un film qui est très très cool, il est très pop, il est très fun si je puis dire. Et j'aime beaucoup ce mélange entre des moments très romancés, ça se sent que c'est complètement romancé, avec des moments où on peut se dire c'est réellement passé comme ça. Et je trouve que le mélange des deux, ce mélange de scènes totalement romancées avec des scènes assez réelles, je trouve que ça marche bien. On s'attache forcément évidemment aux trois protagonistes qui forment Kneecap. Et je pensais que le film allait être très musical parce que souvent c'est un peu à la fois le piège et à la fois parfois l'erreur de beaucoup de films sur des groupes ou sur des compositeurs ou sur des chanteurs, chanteuses, etc. C'est de faire des scènes très musicales parce que comme ça il faut absolument placer les musiques, tout ça. Et je trouve que bien sûr qu'il y en a, mais le film ne tombe pas dans cette surenchère de vouloir absolument mettre des musiques du groupe parce que à un moment ou à un autre il va falloir vendre les albums, il va falloir vendre ces musiques-là. Donc je trouve qu'il ne tombe pas dans ce piège-là. En même temps il y a ce côté un peu comme ce qui avait été fait par exemple avec Comment c'est loin sur Orelsan, ce truc où on peut voir aussi la création des musiques sans mettre systématiquement la musique à fond et tout ça. Et puis évidemment c'est un peu le propos du groupe, c'est un peu leur ADN si je puis dire. C'est bien sûr un film sur la langue, sur le langage, sur l'histoire, sur la culture irlandaise. Et là-dessus c'est hyper intéressant parce que personnellement je connais évidemment un petit peu la culture mais pas non plus énormément, et je trouve que c'est intéressant de questionner la place de la langue, et pas seulement de questionner la place de la culture au sens large, mais de la langue plus spécifiquement, et de se demander est-ce qu'on est obligé de systématiquement être notamment en anglais, en langue anglaise pour pouvoir être accessible. Et justement c'est à la fois le propos politique et en même temps je trouve un propos artistique, de pas forcément ancrer sa musique dans du commercial, parce que finalement ce qui marche c'est aussi d'être tout simplement soi, d'être tout simplement dans ses racines, et je trouve que là-dessus ça marche très bien. Bref, Kneecap c'est une superbe surprise, déjà parce que c'est un film très fun, mais surtout c'est que au-delà de s'intéresser à la musique et au groupe de Kneecap, surtout s'intéresser à la culture irlandaise, à la langue irlandaise, et rien que pour ça c'est un film à voir. Avec un titre très scorsésien, on va pas se mytho, on s'attendait à ce que dans Gangs of Taiwan, il y ait de la violence en continu. Sauf que la violence, le réalisateur du film, il la filme différemment. Alors, elle est bel et bien présente physiquement, mais ce n'est pas là le cœur même du projet. On y suit en fait un jeune homme qui est mutique, il n'est pas muet, il est mutique, c'est une grosse différence, qui travaille dans un restaurant de nouilles qui est menacé de fermer et de se faire racheter par une multinationale, une entreprise, enfin voilà, quelque chose de plus grand. Et cette multinationale, elle acquiert les services d'une bande de mafieux, justement de jeunes hommes qui cassent tout, qui font tout pour que les occupants des petits commerces partent, mettent la clé sous la porte, quitte à les menacer, voire même à les tuer. Et ce jeune homme participe à ces assauts-là, mais surtout subit de plein fouet la violence de la société taïwanaise, d'autant plus que on est à un moment donné de l'histoire de Hong Kong où il y a des manifestations contre le gouvernement chinois, et il dresse un parallèle justement entre Hong Kong et la situation taïwanaise. Et cette violence-là, tant physique que psychologique, tant sociétale que politique, elle fait extrêmement mal et elle est extrêmement bien retranscrite. À travers le jeu de ses comédiens, notamment le protagoniste qui est absolument bluffant, il a un charisme qui déchire, comme Ryan Gosling dans Drive, puisque j'ai l'impression que ce film se revendique aussi pas mal de l'esthétique de Drive. La mise en scène est à la fois contemplative, mais en même temps nous installe dans une ambiance pesante, une atmosphère vraiment un petit peu film noir, mais qui sait nous happer avec ces petits moments de poésie de temps en temps. Et la photographie est impeccable, le casting en lui-même est vraiment bluffant, on sent que les comédiens sont vraiment investis à fond, et le propos même du film est percutant, et la fin,
je crois qu'elle ne vous laissera pas indifférent. Je n'en dis pas plus, mais je vous invite à voir ce film parce que il est resté très peu de temps à l'affiche. C'est vraiment dommage qu'on ne lui ait pas donné sa chance. Puisqu'il a fallu faire des choix, si je peux vraiment vous parler de mes bonnes surprises en tant que film asiatique, justement, je choisis Gangs of Taiwan. Voilà. Alors avec le 4e, j'avoue, je triche un peu. Parce que Ma Frère, il est sorti au tout début du mois de janvier. Voilà, il est sorti le 3 janvier. Mais je l'ai vu un petit peu en avant-première, donc je triche un peu, désolé. Mais c'est un film qui m'a beaucoup touché. Honnêtement, ça aurait pu être facilement bordélique, dans le sens où il a beaucoup de personnages, il a beaucoup de thématiques. Ça se passe dans des camps de vacances, avec tout un tas d'enfants, d'animateurs et animatrices. C'est hyper touchant parce que chaque personnage est pas mis sur le côté, chaque personnage est traité avec une humanité, avec finalement une réalité, je trouve. C'est très riche, c'est très drôle. Les Français, c'est des décontractés, ouais. Mais en même temps, il y a aussi des moments assez dramatiques, des moments assez durs, parce que ça parle d'enfants qui sont maltraités, qui n'ont plus de parents. C'est extrêmement touchant, surtout que c'est des enfants qui ont réellement, pour certains et certaines, connu ça. Et du coup, je trouve que c'est très beau, et c'est ça qui, justement, donne au film ce côté très réel. On sent que aussi, donc c'est une co-réalisation avec 2 réalisatrices qui ont écrit le scénario avec les 2 comédiennes principales et qui ont aussi fait plusieurs projets avec elles quand elles étaient enfants, quand elles étaient adolescentes et maintenant quand elles sont jeunes adultes. Et donc on sent que c'est des expériences personnelles qu'elles ont toutes réellement vécues et que nous retransmettent avec vraiment une douceur, avec une sensibilité, avec une émotion extrêmement réussie. Et c'est vraiment un film doux qu'il faut absolument voir. Parce que, oui, je trouve que... Voilà. Et évidemment, de voir aussi peut-être les autres projets des réalisatrices et des actrices qu'elles ont pu faire avant de réaliser Ma Frère. Danny Boyle revient à la saga qu'il a créée il y a presque 25 ans maintenant, avec 28 ans plus tard, suite donc de 28 jours et 28 semaines, et on nous montre comment une société a totalement évolué en s'acclimatant aux zombies, comment des jeunes comme le héros du film justement ont fait pour vivre dans une société en ayant connu toute leur vie que les zombies, ou comment des gens devenus adultes maintenant ont vécu l'apocalypse étant enfants. C'est un film absolument dantesque, tant par ses scènes d'horreur que par son bestiaire absolument fourmillant, que par aussi la variété de ce qui s'y passe, tant une société qui littéralement s'est isolée sur une île, qui a réussi à créer son monde en se défendant, en se protégeant, mais qui est aussi régie par des règles parfois très arbitraires, tant l'autarcie du personnage de Ralph Fiennes qui a eu d'ailleurs son propre préquel en janvier avec The Bone Temple de Nia DaCosta. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment une de mes grosses claques de l'année. Je sais pas à quoi m'attendre pour ce film, tant le 1 et le 2 sont déjà très différents dans leurs approches. Le 1 étant le début de l'apocalypse, le 2 étant comment les États-Unis essayent d'endiguer ça. C'est vraiment beaucoup plus un film de guerre et d'action qu'un film d'horreur. Le 3 repart vraiment aux fondamentaux de l'horreur avec, encore une fois, des scènes d'angoisse proprement glaçantes. Et des monstres proprement terrifiants aussi, notamment cet alpha avec cet énorme tub. On a le droit de dire tub sur Insta ? Notamment cet alpha avec cet énorme membre. Je vais le redire sans Valentin et Mawena qui rigolent en fond. Notamment l'alpha du film avec son énorme membre, ou comment on nous montre que les zombies ont évolué eux-mêmes dans une civilisation qui a ses chefs comme les alphas, mais qui développe aussi des sentiments comme ce qu'on peut voir avec la zombie enceinte. C'est-à-dire qu'on a des relations entre zombies. Ce monde est fascinant et le groupe de Power Rangers qu'on voit à la fin ne fait que nous prouver que Danny Boyle et tout l'univers qu'il a réussi à construire ont encore beaucoup à nous offrir, et j'ai très hâte pour les prochains films de cette saga. Et il y en a qui pourraient me dire, oui, c'est des infectés, pas des zombies. C'est littéralement du pareil au même. Là, les infectés et les zombies ont plus ou moins toujours servi au cinéma à traiter de la même chose. Juste, il y en a certains qui sont lents et d'autres qui courent vite. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, soyons honnêtes. Alors, Superman de James Gunn, qui est censé faire naître le nouveau DCU après l'échec de Zack Snyder et de sa Justice League. Autant vous dire que Superman, ce n'est pas un personnage qui m'attire. Vraiment, c'est le super-héros qui me laisse mais totalement indifférent. Contrairement à Batman, contrairement à Spider-Man, contrairement vraiment à d'autres figures mythiques des super-héros, Superman, c'est niet, c'est inintéressant au possible. Pour moi, c'est le super-héros qui n'a rien à se reprocher, le good boy, le moralisateur, le donneur de leçons. Et pourtant, dans le film de James Gunn,
j'ai adoré. J'ai adoré vraiment ce côté humain, ce côté à la fois simple, naturel, un petit peu gaffeur, blagueur, mais qui vraiment te transmet vraiment une joie de vivre, une positivité, un optimisme, puisque justement Superman il est censé représenter l'espoir. Et l'acteur qui l'interprète, David Corenswet, si je prononce bien son prénom, il est absolument bluffant dans ce rôle, j'ai trouvé, mais très attachant. Et le casting en lui-même est vraiment bien ficelé. Lois Lane, Green Lantern, Lex Luthor, Nicolas Hoult en Lex Luthor. Je pense que je n'ai jamais vu un Lex Luthor aussi détestable dans un film de super-héros. Et vraiment, bon, Nicolas Hoult, ça fait longtemps qu'il a plus rien à prouver, donc il interprète parfaitement ce méchant sadique et même limite gamin qui ne veut pas lâcher son jouet, quoi. Et James Gunn, il nous prouve tout l'amour qu'il a à la fois pour Superman et aussi pour tous les autres personnages, pour tout cet univers, pour ces monstres entre guillemets, vraiment ces êtres paranormaux qui sont plus qu'humains en fait. Et on sent surtout tout son amour des comics, tout son amour en fait de la mise en scène, du jeu de cadrage, des effets spéciaux, le sound design dans ce film, j'avais vraiment adoré. Lorsque on a vraiment des affrontements, on sent toute la puissance des coups que se prennent les personnages, notamment Superman. Et la musique, je pense que c'est pratiquement l'une des plus belles bandes son que j'ai pu écouter en cette année 2025. Je la réécoute en plus continuellement, que ce soit Last Son que l'on peut écouter à la toute fin, au tout début du film, lorsque Superman, on voit Superman s'envoler pour la première fois dans le film et qui, je sais pas, c'est tout con, mais avec cette musique là et cette mise en scène, je trouve que ce film nous emporte dès le début, quoi. Surtout, c'est un film efficace, c'est un film généreux, c'est un film très touchant, je pense, à la scène entre Superman et Clark Kent et son père adoptif qui, moi, franchement, à chaque fois que je regarde cette scène, avec la musique et la compagne, j'ai les larmes aux yeux, mais tellement c'est émouvant. Je pense que Superman, vraiment, c'est l'un des films qui m'a le plus ému pendant cette année 2025 et j'aurais jamais cru dire ça un jour. Parce que, bon, les films de super-héros, ce n'est clairement pas ma came, je n'ai pas suivi les derniers films du DCU qui sont sortis, je ne suis pas le Marvel Cinematic Universe. Le genre super-héroïque, c'est un genre avec lequel je suis de moins en moins réceptif. Et là, pourtant, Superman, ça m'a touché. Ça a marché parce que c'est un passionné qui est derrière ce film-là. Je suis content qu'il ait marché au box-office parce que en 2026, on va avoir Supergirl, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, et on aura aussi Man of Tomorrow, du coup, en 2027, la suite de Superman. Vu ce qu'a fait James Gunn avec Superman, je pense qu'on ne sera pas déçu. Et vraiment, Superman, c'est un film à voir sur grand écran, si vous avez l'occasion, mais alors foncez, mais je vous préviens, vous n'en ressortirez pas indemne. Mais je voulais rentrer un peu plus en détail sur 3 films. Le premier, c'est évidemment Résurrection, le nouveau film de Bigan. Alors, je pense qu'honnêtement, c'est typiquement le genre de film que si je l'avais vu autrement, je pense que je l'aurais peut-être pas aimé, ou voire peut-être que je l'aurais détesté. C'est typiquement le genre de film à voir en salle. Alors je sais, dit comme ça, c'est un peu le truc basique de « Oh là là, c'est le film qu'il faut absolument voir au cinéma », mais c'est vrai, c'est un film expérimental, c'est un film qui prend son temps, qui est très peu accessible, voilà. Ça arrive très rarement dans les salles de cinéma de voir des gens qui se barrent en plein milieu des films, et là en l'occurrence, c'est arrivé plusieurs fois dans le film, les gens sont réellement partis, et je peux comprendre. Honnêtement, quand le film a commencé, j'ai vraiment premier degré, je me suis dit ça va être ça pendant 2h40. J'ai eu un peu peur, honnêtement. C'est mon premier Bigan que je découvre, et je sais que le reste de sa filmographie est un peu moins expérimental, bien sûr, toujours aussi contemplatif, toujours aussi lente dans ses plans. Enfin, c'est quand même un expert des longs plans séquences, mais c'est un film qui m'a touché. Voilà, c'est un film qui m'a convaincu. Pas spécialement pour le scénario, parce que honnêtement, je serais incapable de savoir réellement de quoi il parle, et en même temps, c'est un film sur les rêves. Donc, est-ce qu'il faut qu'un film sur les rêves soit cohérent, soit compréhensible et soit clair? Je pense pas. Sinon, ça s'appelle Inception, et c'est pas un film sur les rêves. Bref, c'est un très très beau film qui rend hommage au cinéma, tout genre confondu, qui rend hommage évidemment au cinéma chinois et asiatique en général. C'est extrêmement beau, vraiment, c'est une maestra technique. Il y a des plans, je serais incapable de savoir si c'est de l'effet spécial, si c'est de l'effet technique, si c'est de la surimpression, si c'est des décors juste incroyables. Enfin bref, vous comprendrez mieux, notamment sur la première partie où il rend hommage au cinéma muet, au cinéma de Méliès notamment. C'est vraiment incroyable, allez le voir, mais soyez quand même dans des bonnes conditions, voilà. Et puis bon, il y a M83, la musique, j'adore M83, c'est un de mes groupes préférés, donc bon, j'avoue, le marketing m'a un peu eu, voilà, mais allez voir Résurrection.
Alors, Arco de Hugo Bienvenu, ça a été un bouleversement, si je puis dire. En fait, j'avais entendu beaucoup parler de ce film, notamment lorsqu'il a été projeté au Festival d'Annecy et aussi au Festival de Cannes, et je ne m'attendais pas à une aussi grosse claque. Arco, c'est un mix de plusieurs inspirations. On peut y dissuler du Miyazaki, notamment dans la musique, parce que lorsque on entend par exemple les envolées au piano, au violon, je pense tout de suite au Joe Hisaishi de Prince Mononoke. Il y a aussi beaucoup de Steven Spielberg, évidemment, lorsque on a deux enfants, dont un qui arrive du futur et qui s'écrase justement dans une forêt où il rencontre justement une jeune fille qui vit à une certaine époque, une certaine époque donnée. Et n'oublions pas aussi Métal Hurlant, parce que le réalisateur Hugo Bienvenu, il a aussi fait des histoires pour Métal Hurlant, et ça se sent clairement en fait dans la direction qu'il prend en abordant l'intelligence artificielle, le rapport à la technologie, les robots humanoïdes. Je trouve que vraiment c'est un tout plein d'inspiration, de références, mais le réalisateur Hugo Bienvenu, il arrive à trouver sa propre voix, sa propre esthétique, son propre style, et surtout son histoire est extrêmement touchante. Et c'est très rare de voir un film d'animation français mais qui ressemble un petit peu à un film grand spectacle que l'on pourrait voir justement dans un film hollywoodien, d'autant plus que le film est coproduit par Nathalie Portman, l'une des grandes queens d'Hollywood. C'est littéralement bluffant à savoir déjà que c'est le premier long métrage d'Hugo Bienvenu et qu'il l'a fait clairement en dehors des clous du cinéma français, avec une équipe très jeune qui ont dû fonder un studio uniquement justement pour faire en sorte que ce film se concrétise. Et j'ai envie de leur dire chapeau. Chapeau pour ce travail absolument phénoménal, tant sur les expressions des personnages, la musique, les couleurs, la mise en scène, le sound design encore. On parle pas assez du son vraiment dans les films que l'on aborde, mais le son est extrêmement important, c'est 90% de votre film. C'est vraiment une belle réussite, une franche réussite. Par contre, j'ai un petit bémol, c'est le casting vocal des personnages. Alors on a Swan Arlo, on a Vincent McCain, on a Louis Garrel. Quand je pense vraiment casting vocal, je pense surtout aux trois personnages qui tentent de retrouver les deux enfants pour comprendre justement ces phénomènes un petit peu inexplicables. Et autant vous dire que je n'ai pas ressenti de naturel dans leur voix. Je trouve qu'ils étaient très mal dirigés, c'était très forcé, c'était très exagéré. Tu as beau avoir vraiment un beau casting d'excellents comédiens, si tu ne sais pas les diriger correctement au niveau de la voix pour interpréter un personnage d'animation, bah ça ne marche pas. Mais sinon, Arco, énorme coup de cœur de l'année 2025. Vraiment, je dis bravo. Et d'ailleurs, je pense qu'Arco, il est dans la liste des prétendants pour les nominations à l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc, let's go, on y croit. And the Oscar goes to K-pop Demon Hunter. James Cameron est possiblement le meilleur réalisateur qu'on ait eu tout court. C'est une take un peu osée, mais je l'attente. Avatar 3 était ma plus grosse attente de 2025. Et quelle attente comblée. C'est sûrement le film de la saga le moins centré sur la découverte et l'exploration, parce qu'on va rester sur les biomes déjà explorés dans le 1 et le 2. Cependant, le fait d'être en terrain connu nous pousse à aller plus vers de l'action, justement. Là où Cameron a toujours été très fort, c'est sur justement l'émerveillement et l'action. Autant dire que Avatar était vraiment le terrain de jeu idéal pour lui. C'est aussi le film de la saga qui va se distinguer par ses personnages féminins vraiment forts. Que ce soit la méchante Varang jouée par Rona Chaplin, que ce soit Neytiri qui commence à être un peu plus complexe dans ce film-là. On met vraiment des mots sur son racisme. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement Zoé Saldana elle-même. Ou même Kiri qui est en train de devenir possiblement l'être le plus puissant de Pandora. On verra ce que les suites nous proposent. Et même Took qui cette fois-ci ne sert pas qu'à se faire kidnapper. Elle a une scène où elle est utile. Bravo, brave petite. Mais c'est surtout, comme pour chaque Avatar, une ode à la découverte, à l'exploration, à l'évasion surtout. Qu'est-ce qu'on s'évade avec Avatar? Qu'est-ce qu'on s'évade avec Cameron? Qu'est-ce que c'est beau. C'est à voir en 3D. Si vous n'avez pas vu Avatar en 3D, vous n'avez pas vu Avatar, tout simplement. N'importe quel film de la saga. Et la preuve, s'il en fallait une, que Cameron, dépassé 70 ans, est toujours un des maîtres dans sa technologie, sa façon de raconter les histoires et surtout sa mise en scène qui est proprement spectaculaire. On n'a pas de sens du spectacle mieux que chez Cameron. Il y a évidemment un film dont le sujet c'est la musique, c'est évidemment Sirat. Sirat, c'est aussi ce genre de film que si je l'avais pas vu en salle, je sais pas si j'aurais bien aimé. Enfin si, je sais que j'aurais aimé, mais je sais pas si j'aurais été autant pris. C'est un film évidemment très musical, mais pas dans le sens dont on s'attend. C'est le genre de film
où on mélange les genres. J'ai l'impression de voir plusieurs films en un seul, où on commence avec un point A pour finir avec un point B qui n'a absolument rien à voir. Et pourtant, eh bien, c'est un film où son évolution progressive est logique. C'est-à-dire qu'on commence avec un documentaire, ça marche comme un documentaire pour moi, avec des plans vraiment rapprochés, avec des plans qui bougent, une caméra qui se promène dans les free parties au plein milieu du Maroc, ça marche super bien. Vraiment, au départ j'étais en mode oh, ok, une sorte de documentaire, mais c'est pas tout à fait un documentaire, c'est une fiction sur les free parties, avec justement une musique qui est anti-cinématographique pour le coup, mais qui est extrêmement bien développée à l'image. Et au fur et à mesure, on est sur une sorte de Mad Max, de salaire de la peur d'une certaine manière, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, viscéral d'une certaine manière, mais surtout, j'irais pas tout à fait onirique parce que c'est pas vraiment le terme, mais on est sur quelque chose qui va vraiment, je trouve, dans l'introspectif, dans le philosophique, d'une certaine manière. C'est un film qui mériterait d'être analysé parce que je pense que c'est vraiment le genre de film où quand on sort, on peut tous avoir des points de vue très différents. Je parle pas d'avoir des points de vue en mode j'ai aimé ou j'ai pas aimé, mais d'avoir des ressentis et de penser que ce film ça parle de ça. Je pense que ce film parle de plein de choses, mais finalement il parle des choses qui sauront nous capter. Bref, la grande force de Sirat pour moi c'est sa liberté d'interprétation. Chacun aura pas du tout le même vécu, chacun aura pas du tout le même point de vue et surtout bien évidemment la même interprétation. Et c'est ce qui, je pense, fait l'énorme force de ce film. Sinners de Ryan Coogler est possiblement mon film préféré de 2025. Comme beaucoup de monde, ça m'a marqué. C'est un film de vampire empreint d'afroculture et à ce moment-là, je vous renvoie à la vidéo de Bolshevik qui détaille tout le lien entre Sinners et la Blaxploitation. Mais c'est aussi tout simplement un film avec des personnages très attachants et surtout avec un soin tout particulier accordé à la musique et à la mise en scène et notamment à la mise en scène des scènes musicales qui sont proprement magnifiques, que ce soit la scène de I Lied to You avec tous les genres et les époques de musique, qu'elles soient d'ascendance africaine ou asiatique. Pour les personnages du film, c'est des influences qui vont se mélanger tout au long de cette scène pour se terminer sur une espèce de brasier et c'est formidable. Ou évidemment la scène de Rocky Road to Dublin qui réussit à être envoûtante par sa frénésie, par le rythme qu'elle réussit à instaurer chez le spectateur comme chez les personnages. Sinners de Ryan Coogler, c'est un film d'horreur qui réussit à être flippant par moments. C'est une déclaration d'amour au fantastique, à la culture afro-américaine, à énormément de choses, mais c'est surtout, pour moi, le meilleur film de l'année. Alors je voulais terminer sur le plus beau film 2025 pour moi, c'est Le Chant des Forêts, qui est réalisé encore une fois par Vincent Meunier, à qui l'on doit évidemment La Panthère des Neiges. Et ce qui est très beau avec ce film, déjà, c'est qu'il porte extrêmement bien son nom. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un film qui certes est très visuel, mais il est aussi très sonore, puisque on est plongé avec Vincent Meunier, mais aussi avec son fils et son père, au sein des forêts vosgiennes. Et ils essayent de retrouver plusieurs animaux. Ils vont essayer de les observer, mais ils vont aussi essayer de les écouter. Donc la présence du son est extrêmement importante, y compris par extension la pollution sonore aussi. Il y a des moments où je me suis dit, est-ce que c'est du sound design, est-ce qu'ils ont réellement capté le son et comment ils l'ont capté? Et en fait on le voit parce que tout simplement ils montrent aussi de l'équipement sonore qu'ils utilisent. C'est, je trouve, très ludique d'une certaine manière de voir comment ils photographient les animaux, comment ils les écoutent, comment ils les observent. Enfin, là-dessus c'est une vraie fraîcheur. C'est d'autant plus renforcé parce que c'est le portrait du père de Vincent Meunier qui justement a transmis sa passion à son fils et qui à nouveau le transmet à son petit-fils. Et du coup, l'aspect ludique, c'est totalement logique et je trouve que c'est ce qui fait la beauté du film parce que on a besoin de films qui éduquent, qui sensibilisent. Et là-dessus, pour le coup, c'est très très réussi. On quitte finalement l'aspect un petit peu cinématographique de La Panthère des Neiges. On est donc sur un cadre beaucoup plus documentaire, ce qui est totalement logique par rapport aux propos du film, par rapport évidemment à la pédagogie de ce dernier. Et il est extrêmement beau, extrêmement important. Et évidemment, il est quand même d'une certaine manière assez dur. Je trouve qu'il y a des très très belles phrases prononcées par le père de Vincent Meunier qui, je trouve, résume beaucoup la situation actuelle. Mais il le fait à la fois avec un regard attendrissant et en même temps, oui, c'est dur, tout ce qui se passe, mais pour autant, on est encore là pour pouvoir justement éviter que ça continue. Et grâce à cette pédagogie, il faut tout faire pour que justement ça s'arrête.
Alors merci Vincent Menet pour ce film, merci pour ces images incroyables de toute beauté et allez voir le film si c'est pas déjà fait et vous avez également le livre avec des super belles photos. C'était très très émouvant, on était tous les trois tremblants je crois, surtout qu'on n'avait rien vraiment préparé. Ils nous demandaient de préparer quelque chose, on en était incapables. Il y en a un seul normalement qui devait parler, j'ai préféré vraiment donner la parole à mon père, quoi, au vieux sage. Parce que avec peu de mots finalement, je crois qu'il était tellement émouvant que ça a dû faire du bien aux gens, je crois, je l'espère. Mais nous, on était fébriles, hein, c'est évident. Il y a quelque chose d'assez irréel. On est complètement déconnecté de notre monde. Et en même temps, dans ce monde-là, comme le disait mon père, il y a eu des messages qui étaient hyper importants, à tout niveau. Au niveau de la défense des femmes, la défense du cinéma, de la culture. C'était quand même assez fort, j'ai trouvé, comme cérémonie. Black Dog, réalisé par Guan Hu, est un émerveillement. Ça se déroule dans un village, un tout petit village de Chine près du désert de Gobi, à la veille des Jeux de Pékin en 2008. On y suit un homme mutique, un peu comme dans Gangs of Taiwan, au final, on adore les hommes mutiques, qui sort de prison et qui rentre justement dans son village natal, où il a commis justement l'erreur, je vous dis pas laquelle, qui l'a conduit en prison. Et donc, pour justement préparer le terrain des Jeux Olympiques, la ville doit se débarrasser des chiens sauvages, voilà, qui gambadent un petit peu partout, qui perturbent un petit peu les habitants, tout ça. Et voilà, le jeune homme est embrigadé justement dans des milices qui chassent les chiens sauvages, et il va s'attacher à l'un d'entre eux, un chien noir du coup, d'où le titre Black Dog. Black Dog, c'est clairement un coup de cœur parce que c'est une relation très touchante que l'homme mutique a avec le chien. Et cette relation se construit au fur et à mesure. Déjà, ils peuvent pas se saquer, le chien n'arrête pas de mordre justement l'homme, et puis finalement, ils arrivent à s'apprivoiser l'un et l'autre. Et bien sûr, il leur arrive tout un tas de bricoles, notamment lorsqu'il y a le passé de l'homme justement qui est sorti de prison, qu'il rattrape. Et on sent vraiment que c'est un parcours initiatique et surtout un chemin vers la rédemption que voilà, le personnage principal, le protagoniste, essaye de mener à bien malgré les erreurs du passé, malgré voilà ce qu'il a pu faire. C'est un film sur le pardon, c'est un film sur l'amitié, c'est un film sur la tolérance, et c'est aussi un film évidemment à charge contre le régime chinois qui veut faire en sorte que tout paraisse civilisé à la veille des Jeux Olympiques, que tout paraît, je dirais, propre, tout paraît pas sale. Il faut vraiment faire bonne figure, faire bonne mine lorsqu'on a un événement mondial qui arrive, et bien sûr, qui dit bonne mine dit forcément tous les petits commerces, tous les personnes indépendantes. C'est ciao, bonsoir, c'est à la porte. Donc ça parle vraiment des petites gens, ça parle vraiment de leurs galères, ça parle de leurs rêves, de leurs regrets, de ce qu'ils aimeraient faire. Et avec la mise en scène du réalisateur qui est absolument, je trouve, extrêmement belle, à la fois comment il filme les paysages du désert de Gobi, vraiment lorsqu'on voit ça sur un écran de cinéma, c'est très bluffant. La photographie, la musique, à un certain moment donné, mon passage préféré du film et surtout mon morceau préféré du film, quand le protagoniste et le chien noir roulent en moto et s'arrête à un moment donné, mais ce passage est très beau. Je trouve que c'est un film dont on a besoin, qui redonne le sourire, qui redonne de l'espoir, et je pense qu'il finira peut-être par vous arracher une petite larme, il ne vous laissera pas indifférent. Donc voilà, vraiment Black Dog, ça a été une sacrée expérience de cinéma. Vraiment, ne passez pas à côté de ce film, regardez ce film, je pense qu'il peut vous faire du bien. Que t'aies jamais un côté froid sur ton oreiller. Et que... Non, quand tu retournes ton oreiller la nuit pour avoir un côté frais, c'est cool. Ouais, ça tourne. Moi je te le souhaite jamais. Ouais, bon, allez, go. Et je souhaite aussi que tu te mouilles les manches à chaque fois que tu te laves les mains. Ça, c'est très chiant. Ok. Troisième belle surprise de l'année, c'est NICAP, qui, comme son nom l'indique, parle du groupe NICAP. Voilà, là vraiment, je peux rien dire de plus, quoi. Merci. C'est sympa. Et voilà qui nique l'app derrière. Et c'est parti, ça tourne. De l'efficacité. On verra si tu es aussi efficace que moi. Ah ça tire à balles réelles. Tout est super génial.